Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Bonjour Charlotte et bonjour à tous. Aujourd'hui, un hymne au gras, parce que le gras, c'est la vie. Et on va expliquer pourquoi, parce que c'est pas seulement une boutade, mais c'est vrai, sans gras, il n'y a pas de vie possible, en tout cas pour nous les êtres humains. Donc le gras, il est mal aimé, il a été diabolisé pendant des décennies, accusé d'être responsable de faire grossir et de causer des maladies cardiaques et métaboliques, mais c'est beaucoup plus nuancé que ça. Il y a une croyance qui pousse un grand nombre de patients et de patientes à avoir peur de manger du gras. Cette croyance, c'est que le gras que je mange devient du gras de ventre, du gras de fesses, du gras de cuisse, etc. Sauf que c'est pas du tout comme ça que ça marche, c'est quand même beaucoup plus subtil. C'est pas parce qu'on mange des légumes qu'on va avoir des feuilles qui nous poussent par les oreilles, n'est-ce pas? Donc on va voir que y a plusieurs fonctions du gras dans le corps, qu'elles sont vitales. On va faire un petit point dessus. Est-ce que justement tu peux nous parler de ces tissus gras, de cette masse graisseuse qui nous fait tant peur? Mais bien sûr, avec plaisir. Alors ce tissu gras, on va l'appeler aussi tissu adipeux, et les cellules grasses, on les appelle des adipocytes. Cytes pour cellules et adipeux pour gras. Voilà. Alors, la proportion de graisse qu'on va avoir dans le corps naturellement, elle va dépendre notamment du sexe. Chez les femmes, on a à peu près 30% de masse grasse, alors qu'on en a plutôt aux alentours de 15% pour un homme qui serait du même âge, la même taille et au même poids. Donc ça veut dire que chez les femmes, on a un besoin naturel d'avoir une proportion de masse grasse supérieure. Pourquoi ? Parce que on verra que cette graisse, elle va servir notamment à favoriser tout ce qu'il faut pour mener à bien une grossesse. Voilà. Les hommes ne portent pas encore de bébé, donc il n'y a pas les mêmes besoins en masse grasse. Voilà. Il faut savoir que cette masse grasse, qu'on appelle flasque, qu'on appelle par tout plein de noms pas très sympas, c'est pas du tout une masse inerte. En fait, c'est un organe endocrinien, donc qui est capable de fabriquer des hormones. C'est un organe qui est dynamique et interactif. Donc en fait, c'est un organe vivant et intelligent. C'est incroyable ça, je ne savais pas du tout, Anne. Et oui, c'est pour ça qu'on fait ce genre de chronique très cher. Alors, j'imagine que ce tissu gras, il va avoir plein de rôles positifs. Oui, absolument. Alors, le premier rôle auquel on pense, c'est le stockage de l'énergie, mais il ne se contente pas de la stocker, il va aussi la gérer. C'est-à-dire qu'il va permettre d'en stocker quand il le faut et d'en déstocker quand il le faut également. Alors, les graisses, c'est un carburant pour nos cellules, ça, on l'oublie aussi. C'est-à-dire que les graisses qu'on mange vont contribuer à faire carburant pour les cellules, donc à être brûlées, voilà. Et ces graisses, on va les trouver dans les aliments sous forme de triglycérides. Alors triglycérides, souvent on en a entendu parler parce qu'on les voit apparaître sur le bilan sanguin. C'est la forme sous laquelle se trouve la majeure partie des graisses des aliments. C'est une source efficace d'énergie, un meilleur rendement que les sucres à proportion égale. C'est un petit concentré d'énergie et c'est plus rassasiant. En plus, ces triglycérides qu'on trouve dans les aliments vont permettre de véhiculer des vitamines liposolubles, c'est-à-dire des vitamines qu'on ne va trouver que dans le gras. Et ces triglycérides vont être fabriqués par le foie. Oui, absolument. Le foie est capable de fabriquer des triglycérides à partir de molécules autres que les graisses, c'est-à-dire à partir de sucre et d'alcool. Et moi, j'ai des patientes qui ont une consommation de graisse réduite, voire même insuffisante, la plupart du temps, et qui ont trop de triglycérides parce qu'elles compensent avec du sucre. Bah oui, si je mange pas assez de graisse, j'ai faim, et qu'est-ce que je mange ? Bah, je vais plutôt manger des glucides, et donc je fabrique des triglycérides, et je me retrouve avec des taux de triglycérides importants dans le sang. C'est pas facile, un taux de triglycérides. Voilà, c'est fait. Donc, il faut se méfier. Le gras n'engendre pas du gros tissu gras partout, tout flasque. Exactement. C'est pas aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a d'autres rôles positifs du tissu gras ? Mais bien sûr. Le tissu gras, il va servir à protéger les organes, c'est un amortisseur physique. Si on n'avait pas de gras sous les fesses, les chaises seraient beaucoup plus dures, voilà. Le tissu gras va permettre de produire de la chaleur aussi. Les personnes qui sont trop minces, en général, sont très frileuses. Le tissu gras va permettre aussi de fabriquer des hormones très importantes, au moins 8 différentes sortes d'hormones, dont les œstrogènes, dont la leptine, qui est une hormone régulatrice des appétits. Alors, en parlant d'œstrogènes, le tissu gras, le fait d'avoir suffisamment de tissu gras, ça va permettre de déclencher la puberté. Ça va avoir un rôle fondamental aussi par rapport à la fertilité et par rapport à la libido. Alors, chez les femmes, déjà, d'une part, c'est la masse grasse et la quantité suffisante de graisse qui va permettre de déclencher la puberté. Quand la masse grasse atteint environ 17% du poids de la jeune femme, elle a ses premières règles. Quand la masse grasse atteint environ 22%, à peu près vers l'âge de 16 ans, elle va avoir des cycles réguliers. Par contre, si sa masse grasse se réduit tant qu'elle devient inférieure à 19%, elle va être en aménorrhée. Ses règles vont se
tarir. Et ça va se jouer à 1,5 kg près. C'est pour ça que c'est un critère qu'on va suivre chez les personnes, chez les femmes en l'occurrence anorexiques. Le retour de règles va nous donner le signal que ça y est, on a la proportion de masse grasse minimale souhaitable pour avoir une bonne santé, notamment une bonne santé hormonale. Donc là, on a parlé des femmes, mais c'est la même chose chez les hommes, alors pas pour les règles, mais pour d'autres trucs. Donc si l'apport calorique est insuffisant, on va avoir une baisse de la libido. Et si la perte de poids perdure, on va avoir une baisse de production du liquide séminal, c'est-à-dire là où il y a les spermatozoïdes. Et si le poids est inférieur à 20% au poids d'équilibre normal de ce monsieur, eh ben on va avoir même une diminution de la production de spermatozoïdes. Donc quand on veut avoir une fertilité, quand on veut faire des bébés, il faut s'assurer d'avoir une masse grasse suffisante, ni plus ni moins. Est-ce que ce tissu gras il va avoir aussi un lien avec la solidité osseuse ? Oui, tu fais bien d'en parler. Il y a un lien, et justement encore en lien avec les œstrogènes. Si la graisse est insuffisante, les œstrogènes ne sont pas produits en quantité suffisante, et donc ça va induire une fragilité osseuse, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. On va rencontrer d'ailleurs de plus en plus de problèmes de fragilité osseuse chez les femmes du moment qu'elles sont ménopausées à cause de la chute des œstrogènes. On va avoir d'autres fonctions encore du tissu gras qui va avoir un rôle dans l'immunité, dans la cicatrisation. Donc toujours grâce aux hormones qui sécrètent, il va permettre d'avoir un système immunitaire qui fonctionne mieux et une cicatrisation efficace. C'est pour ça aussi qu'on va observer dans les pays où la dénutrition sévit des infections qui vont se propager plus vite, notamment en raison de cette carence en masse grasse. Et enfin, the last but not the least, le tissu gras va avoir un rôle sur la longévité. Alors là, ce sont les statistiques qui vont montrer que les personnes en léger surpoids vivent plus longtemps, guérissent mieux, et ça se voit surtout chez les personnes seniors, c'est-à-dire passées 60 ans. Donc là, je vais vous renvoyer au livre d'une dame qui s'appelle Sylvia Tara, qui s'appelle « La vie secrète du gras ». Elle va donner beaucoup de statistiques qui montrent que, en fait, il faut pas être trop mince si on veut espérer une meilleure espérance de vie, justement. Et puis, c'est la raison pour laquelle on va répondre avec une grande prudence aussi à un souhait d'amincissement chez une personne senior en particulier. Parce que dans la balance bénéfice-risque, des fois, mincir, ça peut compromettre l'espérance de vie. Mais alors, à t'écouter, là, le tissu gras, c'est vraiment la solution miracle pour la puberté, la libido, la solidité osseuse, l'immunité, voire la longévité. C'est incroyable. Mais quand même, rassure-moi, quand c'est en excès, c'est quand même un problème. C'est pas bon pour la santé. Voilà. Alors, c'est pas une solution miracle. C'est-à-dire que notre corps est fait pour fonctionner avec une certaine proportion de masse grasse. Si on n'a pas assez de masse grasse, on va avoir des problèmes. Mais si on a un excès de masse grasse, bien sûr, on a des problèmes aussi. Donc, on les connaît mieux, ceux-là, puisqu'il y a la prévention. De la prévention sur le surpoids, etc. Elle est beaucoup plus répandue que la prévention sur le manque de graisse. Donc, il faut ni trop ni trop peu. La graisse en excès, elle va induire, elle aussi, des troubles de la fertilité, elle va être source d'inflammation, etc. Donc, l'idéal, évidemment, c'est l'idéal, c'est d'obtenir un poids d'équilibre avec des proportions de graisse de réserve génétiquement déterminées et quand l'état de santé le permet. Donc on n'a pas tous les besoins des mêmes quantités de graisse. On a déjà vu dans notre chronique sur l'Ayurveda qu'il y avait des différences, par exemple entre Kapha et Vata, ou le carburant adapté selon le profil chasseur-cueilleur. Alors quantité de graisse qu'on mange, là je parle. Voilà. Donc par exemple, chez une personne de profil Vata, je rappelle Vata, le vent, qui est caractérisé par du froid et du sec, on va manger onctueux pour avoir un équilibre de santé. Mais chez Kapha, la terre humide, qui est déjà suffisamment solide et onctueuse, par contre on va consommer moins de graisse. Et puis carburant adapté selon le profil chasseur-cueilleur, il me semble qu'on l'a déjà évoqué, mais on va très bientôt consacrer une chronique, peut-être même la suivante d'ailleurs, si vous êtes sage. Donc voilà, selon les personnes, on va avoir besoin de consommer plus de graisse parce que ça va être un meilleur carburant pour les cellules. On va avoir besoin d'en consommer moins parce que c'est un moins bon carburant. Donc ça, c'est tout ce qui concerne le tissu gras. Est-ce qu'il y a d'autres endroits dans le corps qui vont contenir du gras ? Oui, absolument. Les graisses, elles ne sont pas seulement dans le tissu gras. Il faut savoir que chacune de nos cellules est enveloppée par une couche de graisse. En fait, c'est cette membrane cellulaire faite de gras qui permet d'avoir une unité cellulaire. Donc on va avoir besoin de graisse pour fabriquer, pour renouveler toutes les cellules de notre corps et pour permettre cette contenance, cette délimitation, avoir un bouclier et une perméabilité qui va permettre d'y faire pénétrer des choses et de ne pas y laisser pénétrer d'autres choses. Il faut savoir aussi, c'est très important, que notre cerveau est une grosse masse de gras.
Voilà. Donc notre cerveau, il est fait de neurones. Les neurones, imaginez que ce sont comme des câbles électriques et autour d'un câble électrique, on a une gaine. Voilà. Autour de nos neurones, cette gaine, elle s'appelle la myéline. Et la myéline, c'est du gras. Et j'ai besoin de cette gaine de gras, de myéline, pour que les neurones soient bien isolés et qu'il y ait une bonne conduction de l'influx nerveux. Ça veut dire que consommer du gras, c'est important. C'est vital. C'est vital. Mais j'imagine que c'est pas n'importe quel gras qu'il faut consommer. Exactement. Voilà. Donc il y a c'est facile, la distinction entre bonne graisse et mauvaise graisse. Les mauvaises graisses, ce sont les graisses ultra transformées qui vont avoir été hydrogénées, etc., qui vont avoir été surcuites et tout. Donc là, on est sûr qu'on est sur du mauvais. Par contre, les bonnes graisses, ce sont les graisses non dénaturées, comme les huiles vierges de première pression à froid, le beurre fermier, etc. Donc finalement, ce sont des choses très simples. Voilà, les bonnes graisses, on va aussi bien les trouver dans des viandes de qualité, d'animaux qui ont été nourris avec des nourritures qui correspondent à leur espèce. Donc éviter de donner des farines animales à des vaches. C'est normal qu'il y ait des problèmes, elles sont pas faites pour ça. Voilà, mais une vache nourrie à l'herbe, elle va avoir une qualité de graisse merveilleuse avec des proportions absolument adaptées à nos besoins en termes de graisse saturée, oméga 3, etc. Voilà. Donc pour nourrir toutes les fonctions vitales du corps, on a besoin de gras de qualité, d'où le gras, c'est la vie. Évidemment, le gras, c'est la vie. Merci Anne. On se le rappellera et on redoublera de gras, mais du bon gras. Parce que c'est bon pour le corps. Formidable, quelle bonne nouvelle. Et semaine prochaine, tu nous l'as annoncé ? Voilà, on va parler des chasseurs-cueilleurs, donc on va parler d'un des outils du profilage alimentaire qui s'appelle le typage métabolique et que j'adore. Formidable, on se retrouve la semaine prochaine alors, merci Anne. Merci à toi et belle semaine à vous. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.